Je me tourne maintenant vers la défense. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Madame le Président. Madame le Président, je vais essayer de terminer à 5 heures. Si je m'aperçois que je risque de déborder de quelques minutes à peine, 2-3 minutes, avec votre permission, je continuerai. Et si je m'aperçois que je risque de déborder plus, alors je m'arrêterai au moment pile. Par ailleurs, nous allons nous partager notre temps de parole, Maître Barouan et moi-même. Maître Barouan fera une courte intervention à l'issue de la mienne. Et enfin, le président Gbagbo interviendra, et je crois que ce sera après la pause. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, tout d'abord, je voudrais faire quelques brèves remarques sur l'intervention de l'accusation. Le procureur s'en est pris à notre thèse. Ce n'est pas notre rôle à ce stade de porter une thèse. La charge de la preuve repose sur les épaules du procureur, pas de la défense. Ne nous trompons pas de rôle. L'accusation doit étayer ses allégations. C'est son rôle. À ce propos, il est, du point de vue de la défense, étrange qu'elle se serve de conclusions finales pour tenter de répondre à la défense, plutôt que de démontrer une fois pour toutes la solidité de sa preuve. Quant à testis unus, testis nullus, si le droit peut évoluer, le bon sens, lui, reste le bon sens. Surtout quand la qualité du témoignage est peu élevée. Sur P44, à l'évidence, il s'adapte aux interlocuteurs. Pour se faire une idée de ce qu'il pense vraiment, pourquoi ne pas l'entendre? Enfin, sur la responsabilité. La défense note la confusion grandissante dans les choix de poursuite du procureur. Parce que la responsabilité, ce n'est pas la responsabilité, c'est un choix, c'est une stratégie, c'est une politique, une logique. Un dernier mot sur l'intervention de la représentante légale des victimes, qui, elle aussi, s'est concentrée sur la preuve de la défense, se muant en procureur bis. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, mon intervention pourrait s'intituler « La recherche de la vérité ». Car au fond, de quoi s'agit-il à ce stade de la procédure, après ces 10 jours d'audience? Il s'agit de savoir si la réalité que le procureur a prétendu donner voir à la Chambre s'approche de la vérité. La manière dont le procureur a cru comprendre la crise ivoirienne a des conséquences importantes. C'est sur la base de sa compréhension de la situation que l'ouverture d'une enquête a été autorisée, qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre le président Gbagbo. C'est sa perception des rapports sur le terrain qui explique le choix du procureur de faire porter ses efforts contre les membres de l'administration Gbagbo et de traiter les anciens rebelles, désormais au pouvoir, avec mansuétude. Jamais, jusqu'ici, cette vision n'avait été discutée en profondeur.
la question examinée dans sa globalité. Le procureur pouvait exposer ses thèses sans crainte d'être contredit. Faute de débat contradictoire, la Chambre n'a pas eu l'occasion d'en jauger la pertinence, le bien fondé. Eh bien, voilà qui est fait. Nous avons, lors de cette audience, discuté chacun des présupposés du procureur, chacun de ses raisonnements, chacune de ses affirmations, et les éléments de preuve qu'il a présentés, et les conclusions qu'il en tire. Et il faut bien le constater, à l'issue de cet examen approfondi, il ne reste rien de sa construction de départ. Tout l'édifice soigneusement construit s'est écroulé. Pourquoi? Parce qu'il était bâti sur du sable, sur de fausses prémices, des a priori, sur des amalgames historiques, culturels et politiques. En d'autres termes, parce qu'il a été construit à partir d'une grille de lecture des événements inadaptée. Inadaptée, mais combien confortable. Tellement confortable que l'accusation s'est crue autorisée à ne pas enquêter, puisque le travail était, pensait-elle, déjà fait. La démonstration du procureur repose sur deux piliers. D'une part, l'affirmation de l'absence de troubles en Côte d'Ivoire avant les élections présidentielles de 2010. D'autre part, le fait que ces élections auraient accouché d'un vainqueur incontestable, un résultat que n'aurait pas accepté le président Gbagbo. Sur la base de ces deux piliers, le procureur prétend que le président Gbagbo, désireux de conserver le pouvoir à tout prix, aurait réuni autour de lui, avant les élections présidentielles de 2010, un petit groupe d'affidés partageant le même dessein. Ensemble, ils auraient conçu une stratégie visant à se saisir des principaux rouages de l'État afin de transformer les institutions en outils pour se maintenir au pouvoir. Assurés de l'obéissance des forces de sécurité, ils les auraient lancés à l'assaut des manifestants pacifiques qui réclamaient le départ du président Gbagbo. Nous avons examiné cette théorie sous différents angles au cours des débats. De notre point de vue, la théorie de l'accusation n'a pas survécu à l'examen et les piliers de son argumentation se sont révélés fragiles. Commençons par le soubassement du raisonnement. Tout d'abord, l'accusation ignore les différents coups d'État qui ont secoué la Côte d'Ivoire et surtout le coup du 19 septembre 2002 qui a conduit à la partition et à la mise en coupe réglée de la partie nord du pays par des chefs rebelles suspectés des crimes les plus graves. Pour tous les observateurs, la crise post-électorale n'est qu'une étape de ce conflit et ne peut être comprise qu'à la lumière des troubles qui déchirent le pays depuis le début des années 2000. La crise post-électorale proprement dite se caractérise par la prise d'une partie d'Abidjan par des forces rebelles infiltrées là, dès avant les élections, et par l'offensive d'autres troupes rebelles venant du Nord, armées et équipées, notamment par la France, et composées en grande partie de mercenaires étrangers et de miliciens d'Ozo. Pourquoi le procureur reste-t-il aussi discret quand il s'agit d'expliquer la présence de ces forces à Abidjan et dans le sud du pays, leur organisation, les crimes atroces qu'elles ont commis?
Pourtant, l'on ne peut comprendre les événements que si l'on admet qu'il y avait bien une guerre et que le sud du pays a bien été envahi. Ensuite, l'accusation donne à voir le déroulement des élections de façon réductrice. Dans l'espoir de parvenir à la paix au plus vite, le président Gbagbo a accepté l'organisation d'élections, alors même que la condition pour leur tenue, le désarmement auquel les rebelles s'étaient pourtant engagés, n'était pas rempli. Mais pour le président Gbagbo, ce qui comptait avant tout était la réconciliation nationale. Ces élections ont été parfaitement préparées. Les partis politiques, dont celui de M. Ouattara, ont reçu des subventions. Des temps d'antenne à la télévision ont été distribués. Les partis ont pu organiser des réunions et des meetings. Le président Gbagbo a demandé la présence d'observateurs internationaux. Il a fait appel à de grandes sociétés étrangères spécialisées pour réaliser le recensement de la population et permettre la mise à jour des listes électorales. L'accusation n'explique pas pourquoi les fraudes massives, selon tous les observateurs internationaux, ont eu lieu principalement dans le nord du pays et se sont faites au détriment du candidat Gbagbo. Ne serait-ce pas plutôt que l'adversaire du président Gbagbo, lui, voulait se saisir à tout prix du pouvoir? Transformer la CEI en Conseil constitutionnel bis, en violation des dispositions de la Constitution, ne révèle-t-il pas une volonté de se saisir à tout prix du pouvoir? Pourquoi prétendre que tout s'est passé parfaitement? Pourquoi reprocher au président Gbagbo d'avoir attendu que le Conseil constitutionnel, conformément à la Constitution, se prononce? Et comment lui reprocher d'avoir accepté le verdict du Conseil constitutionnel? Dès son élection, le président Gbagbo a nommé un gouvernement composé de techniciens et de personnalités de la société civile. Pourquoi le porter au passif du président Gbagbo? Surtout, il a proposé immédiatement le recomptage des voix, recomptage qui sera obstinément refusé par le camp Ouattara. Une simple analyse des bases de la démonstration du procureur montre leur fragilité. Le président Gbagbo a tout mis en œuvre. Les faits sont là, et les faits sont têtus, pour que les élections se passent selon toutes les règles démocratiques dans un pays pourtant déchiré par une guerre civile depuis 10 ans. Devant ces faits irréfutables, c'est toute la démonstration du procureur qui s'écroule. La supposée intention du président Gbagbo, la supposée organisation sur laquelle il se serait reposé, ou encore les allégations d'ordre donnés et de réunions tenues. L'intention est l'une des clés de voûte d'un procès pénal, sans laquelle la responsabilité d'un individu ne saurait être engagée. L'intention supposée du président Gbagbo de rester au pouvoir ne tient très difficilement que dans le cadre de la réalité dessinée par l'accusation. Si ce cadre se défait, si les piliers du raisonnement tombent, alors cette prétendue intention tombe de fait. Pourquoi un tel homme, qui a lutté toute sa vie pour la démocratie, et c'est à lui que la Côte d'Ivoire doit le multipartisme, changerait-il soudainement d'attitude? Notez la cohérence de son comportement pendant les 10 ans de sa présidence, sa volonté permanente de dialogue. Voilà un homme qui n'a cessé de vouloir la réunification pacifique du pays, qui, pour parvenir à la paix, a nommé dans ses gouvernements des ministres rebelles, jusqu'à Guillaume Soro, le chef de la rébellion, nommé Premier ministre,
a donné aux rebelles une place au sein des forces armées, leur a garanti une présence politique, les a traités comme des interlocuteurs privilégiés, a préparé, malgré les conseils d'observateurs avisés, des élections, est parvenu à les organiser malgré un contexte très difficile, a fait campagne et était donné vainqueur par les sondages. Et cet homme-là préparerait un soi-disant plan pour rester au pouvoir quelques mois avant les élections. Il existait des raisons légitimes de ne pas tenir cette élection et donc de rester au pouvoir plus longtemps. En premier lieu, la situation sécuritaire. Vous conviendrez, dans ces conditions, que c'est un plan bien compliqué que le président Gbagbo aurait mis en œuvre, alors qu'une solution bien plus simple s'offrait à lui. Pour tenter de prouver que le président Gbagbo aurait voulu se maintenir au pouvoir à tout prix, l'accusation s'appuie sur un slogan de campagne qui, d'après elle, révélerait cette intention cachée. On gagne ou on gagne. Si elle avait interrogé ne serait-ce qu'un seul Ivoirien, elle aurait appris qu'il s'agit d'une expression commune et ancienne en Côte d'Ivoire, devenue d'ailleurs un slogan utilisé par l'équipe nationale de football, les éléphants. Et vous aurez noté que la chanteuse qui en a fait une chanson était l'animatrice de la campagne électorale d'Alassane Ouattara. Comment alors attribuer ce slogan au président Gbagbo? Le procureur prétend ensuite qu'un discours prononcé à Divo le 27 août 2010 aurait été annonciateur, sous-entendu de violences à venir. Mais ce discours, prononcé devant des officiers de police, portait sur les raisons de l'installation d'une compagnie républicaine de sécurité, une CRS, à Divo. Il s'agissait de rassurer les populations de la région en proie à des actes de banditisme lors de chaque traite de cacao. Les mises en garde du président s'adressaient donc aux délinquants. C'est un discours comme tous les chefs d'État, comme chaque ministre de l'Intérieur en prononce régulièrement. Vous noterez le procédé de l'accusation. Systématiquement sortir les faits de leur contexte. Le procureur prétend ensuite que le président Gbagbo aurait préparé les esprits à de futures violences en désignant par avance les ennemis, en les stigmatisant. Vous aurez noté qu'il est incapable de citer un seul discours de haine, un seul propos dénigrant. Il est obligé de se référer à ce même discours de Divo et au fait que les pro-Gbagbo auraient véhiculé un slogan de violence. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Là encore, il s'agit d'une expression courante en Côte d'Ivoire, née à l'occasion d'une émission de télé-réalité et qui ne recèle de violence que dans l'esprit du procureur. Notons d'ailleurs que les chanteurs qui interprètent cette chanson sont majoritairement originaires du Nord. Passons à l'affirmation selon laquelle aurait existé une organisation occulte, structurée, hiérarchisée, chargée de mettre en œuvre le dessein du maintien au pouvoir. Les débats ont montré qu'une telle organisation n'avait jamais existé. Alors le procureur prétend que le président Gbagbo aurait installé autour de lui une petite clique de fidèles. L'accusation prétend que plusieurs mois avant l'élection, le président Gbagbo aurait posé les bases de l'organisation qui mettra en œuvre sa politique d'attaque contre les civils. Encore une fois, la réalité des faits ne cadre pas avec cette affirmation. Pourquoi un homme qui prépare soigneusement une élection, qui sera qualifiée de libre par tous les observateurs, agirait-il ainsi? L'accusation
en veut pour preuve qu'en août 2010, le président Gbagbo aurait signé un décret relatif à la nomination de responsables militaires, renforçant ainsi la position de militaires qui lui étaient, dit le procureur, proches. D'après elle, l'intention du président Gbagbo de rester au pouvoir pourrait être décelée à travers ces nominations. L'accusation sous-entend que ces responsables auraient fait partie d'une clique dévouée au président Gbagbo, faisant passer leurs intérêts politiques ou ethniques avant l'intérêt national. D'une part, le procureur n'apporte aucune preuve au soutien de cette allégation. D'autre part, à l'examen, elle se révèle fausse. Des généraux ont bien été promus à un rang supérieur à cette époque, mais leurs fonctions n'ont pas changé. Ils ont tous conservé le poste qu'ils occupaient depuis des années. Par conséquent, la hiérarchie militaire n'a pas été modifiée le moins du monde. Enfin et surtout, les généraux promus étaient de toutes origines. Il convient de noter aussi que Guillaume Soro, à l'époque, était Premier ministre et que toutes les nominations de responsables civils ou militaires faisaient l'objet d'un accord au moins tacite. Enfin, la plupart de ces officiers de haut rang ont été promus ensuite par Alassane Ouattara dès son arrivée au pouvoir. N'est-ce pas là le meilleur démenti apporté au procureur? Alassane Ouattara aurait-il promu des pro-Gbagbo? La réalité, c'est qu'il y avait d'un côté les forces de maintien de l'ordre d'un État démocratique, de l'autre, des rebelles venus par colonnes du Nord, pour beaucoup burkinabés, maliens, nigériens, membres de milices qui avaient terrorisé pendant 8 ans les populations du nord du pays. L'accusation voit la preuve de l'existence d'une telle clique dans le fait que Simone Gbagbo, la femme du président, aurait tenu un rôle politique. Mais ce n'est pas une révélation. Simone Gbagbo était une femme politique, militante de la démocratie, avant même de rencontrer son mari. Elle était députée d'Abobo avant l'élection de son mari. Qu'elle ait eu des rapports avec d'autres députés et avec des membres du gouvernement qui étaient membres de son parti, quoi de plus naturel? Le procureur s'étonne de ses efforts pour sensibiliser en mars 2011 les responsables du pays au sort malheureux des populations d'Abobo. C'était au lendemain du massacre commis par les forces pro-Ouattara le 4 mars 2011 dans le village d'Anouka Kouaté à Abobo. Il était normal qu'elle s'inquiète du sort de ses administrés et tente de pousser les responsables du maintien de l'ordre à agir pour maintenir la paix. Par ailleurs, il est remarquable que le procureur soit incapable de rapporter le moindre ordre du président Gbagbo, qui aurait eu un caractère illégal ou discutable. Pas le moindre ordre de ce type émanant du gouvernement. Pas le moindre ordre à caractère répressif émanant des responsables militaires. Encore moins d'ordre ayant pour but de réprimer ou d'attaquer des populations civiles. Même lorsque les forces de l'ordre ont été attaquées, par exemple lors de la marche sur la RTI le 16 décembre 2010, ou à Abobo en janvier et février 2011, les ordres de la hiérarchie militaire n'ont été que défensifs. Puisqu'il ne dispose d'aucun ordre qui accréditerait sa thèse, le procureur tente de convaincre la Chambre que les ordres du président Gbagbo étaient implicites, résultant de la tenue de réunions. Le fait que le président Gbagbo ait participé à des réunions lors desquelles était discutée la situation sécuritaire prouverait, d'après lui, son rôle dans la prétendue répression et donc sa volonté de se maintenir au pouvoir. Notons qu'il est normal qu'un chef d'État joue son rôle, surtout en période de guerre. Les briefings réunissaient les responsables du maintien de l'ordre, quelle que soit leur couleur politique et leur ethnie.
Il s'agissait d'informer le président de l'évolution de la situation, comme dans toute démocratie, sous le coup d'une attaque. Concernant le rôle du président Gbagbo, lors de ces réunions, les témoignages vont tous dans le même sens. Le président écoutait, posait des questions, ce qui prouve qu'il n'était pas à l'initiative des choses et s'en remettait aux décisions des responsables du maintien de l'ordre, lesquels ont ensuite été promus par Alassane Ouattara. Rappelons-le. Le problème du procureur est simple. Il ne peut pas prouver l'intention. Il ne peut pas prouver l'existence d'une organisation, quelle que soit la forme de cette organisation. Il ne peut pas prouver que le président Gbagbo ait donné de quelconques ordres illégitimes. Alors il tente de contourner la difficulté en mettant l'accent sur de soi-disant crimes, espérant que la nature de ces crimes dissimulera l'absence de preuves. Mais pour ce faire, il est obligé de monter les accusations et leur énormité même fait apparaître leur caractère artificiel et construit. La démonstration de l'accusation est comme un château de cartes. La chute des premières cartes entraîne les autres cartes. Les événements eux-mêmes prennent alors une signification différente. Soulignons juste quelques points. Les 4 événements visés par le procureur révèlent d'abord un modus operandi immuable. Rassemblement de civils sous un prétexte quelconque, provocation et tir sur les forces de l'ordre, utilisation des civils comme bouclier humain, mise en accusation des forces de maintien de l'ordre dans les médias internationaux. À chaque fois, les autorités ivoiriennes ont été placées devant le fait accompli par ceux qui étaient à l'origine des événements. Un mot à propos de la marche sur la RTI. L'accusation nous a dit, nous l'a répété tout à l'heure, que Guillaume Soro aurait invité la population à prendre part à une marche pacifique afin de libérer la RTI. Pacifique. Vous voyez comment on peut changer facilement la réalité? Nous avons tous vu les extraits. Nous avons tous entendu Guillaume Soro appelant ses soldats à lancer l'assaut contre la RTI. Nous avons entendu Ouattao, le chef militaire, leur demander d'être prêts pour le jour J, le jeudi, avec tout leur équipement militaire de combat. Et vous vous souvenez des images de combat entre les soldats rebelles surgis de l'hôtel du Golfe et les forces de maintien de l'ordre? Eh bien, le procureur, lui, il n'a rien vu, rien entendu. Ou plutôt, il n'a pas voulu voir. Pourquoi a-t-il repris à son compte l'idée que les forces de sécurité auraient tiré sans discontinuer, avec des armes de guerre, sur des foules pacifiques, tout en acceptant le chiffre de 3 morts parmi les manifestants? 3 morts dont nous ne savons rien, ni leur identité, ni s'ils étaient des combattants. Les seuls morts identifiés, le 16 décembre, étaient des FDS attaqués à l'arme lourde et ne pouvant répondre, comme nous l'avons démontré, qu'avec des moyens conventionnels. Sur la marche des femmes, le procureur avance que le 3 mars 2011, des forces de sécurité loyales à M. Gbagbo ont utilisé des armes lourdes contre un groupe d'environ 3000 femmes qui manifestaient. Rappelons d'abord ce que nous avons démontré et prouvé. À Abobo, le 3 mars, il n'y a plus de forces de maintien de l'ordre. Elles ont été évacuées, à l'exception des éléments assiégés au camp commando. Ce qu'avance l'accusation concernant la raison d'être de cette marche, organiser une manifestation de femmes en pensant que les forces pro-Gbagbo ne pourraient pas tirer sur des femmes, est donc faux, puisqu'il n'y a plus de force de maintien de l'ordre. Et qu'à Abobo, le 3 mars, les véhicules des FDS ne peuvent circuler sans être attaqués à l'arme lourde. À l'appui de la thèse du massacre, le procureur nous présente une vidéo
faite de briques et de brocs, de morceaux disparates, juxtaposés, sans lien les uns avec les autres. Il est possible de distinguer au moins 3 parties différentes. La prise de vue d'un groupe de femmes du RDR, quelques dizaines, et non les 3000 annoncés. On voit d'ailleurs aussi des hommes. Deuxièmement, des véhicules blindés passant rapidement sur une grande route, sans que l'on puisse savoir si c'est au même moment ou au même endroit que se déroule le regroupement des femmes. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de signe de combat. Et troisièmement, une femme censément morte qui se relève et qui se réallonge, apparemment sous les ordres d'un homme. Est-ce bien cela la preuve du procureur? Est-ce avec des éléments aussi discutables qu'il veut vous convaincre, qu'il veut nous convaincre? Avec un montage aussi grossier? Ces manipulations, si elles étaient prises en considération par la Chambre, porteraient gravement atteinte à la crédibilité de la Cour. Quant au bombardement du marché d'Abobo, l'accusation nous dit qu'entre le 13 et le 22 mars 2011, il y aurait eu répression à l'arme lourde à Abobo, et notamment le 17 mars 2011. Elle insiste. Pendant tout le mois de mars, Abobo a essuyé de lourds tirs d'artillerie venant des forces pro-Gbagbo. Les témoins, dit-elle, ont décrit que les obus pleuvaient sur Abobo. De quelle position? Avec quelles armes? Pour quel bilan? Nous n'en savons rien. Ce n'est pas ici le point. Le point, c'est que faute de produire un quelconque élément de preuve vérifiable et vérifié sur ce prétendu bombardement ininterrompu, l'allégation de l'accusation tombe d'elle-même. L'accusation vous dit, le 17 mars, aucune cible militaire, aucun combattant armé n'était présent dans les quartiers bombardés. Nous savons que cette affirmation est fausse. Abobo était le théâtre de lutte entre factions armées pro-Ouattara, le théâtre de pillage. Quant au camp commando, il était assiégé et régulièrement attaqué. Le fait que l'accusation ne le relève pas est d'autant plus incompréhensible que l'un de ses témoins mentionne une attaque contre les soldats du camp commando le matin même. Il est tout à fait clair qu'ici encore, l'accusation privilégie une thèse au détriment d'une autre, sans enquête. Il n'y a d'ailleurs ni expertise balistique, ni relevé d'impact, ni vérification des documents de marche des unités militaires, ni relevé de l'armement dont elles disposaient, rien de tangible. Quant aux événements de Yopougon, il convient de rappeler qu'ils se sont produits dans un contexte particulier que semble vouloir ignorer le procureur. Celui de la bataille entre les FRCI qui tentent de pénétrer le quartier et les habitants qui tentent de le défendre. L'accusation le dit elle-même. Les rebelles sont arrivés à Yopougon le 31 mars 2011. Sont-ils restés l'arme au pied? Ceux qui s'étaient livrés à une longue litanie de massacres, de viols, de pillages, tout au long de la route sanglante qui les a menés du nord vers Abidjan. À qui s'en sont-ils pris, ces rebelles? Aux habitants? Et ceux-ci se sont barricadés pour défendre les leurs, vieillards, femmes et enfants. Voilà la vérité, documentée, vérifiée, qui est l'exact contraire de ce qu'avance le procureur. Dans ce contexte particulier, vouloir lier les incidents de Yopougon à un quelconque plan n'a aucun sens. En quoi le président Gbagbo pourrait-il être tenu pour responsable des attaques des FRCI contre les habitants? Un mot maintenant sur l'absence de lien entre le président Gbagbo et les crimes allégués. Pour tenter de prouver le contrôle du président Gbagbo sur les FDS, l'accusation
transforme une cérémonie républicaine au lendemain de la proclamation par le Conseil constitutionnel de la victoire du président Gbagbo en réunion occulte, pour tenter de prouver que le président Gbagbo aurait ordonné des attaques contre les populations d'Abobo. L'accusation n'est réduite à mentionner une réunion qui aurait eu lieu à la fin du mois de février 2011 avec des responsables du maintien de l'ordre, lors de laquelle le président Gbagbo aurait indiqué qu'il convenait de conserver Abobo. L'accusation prétend qu'il s'agissait là d'un ordre implicite de bombarder les populations civiles. Et c'est ainsi qu'elle tente de nouer un lien entre le président Gbagbo d'une part la marche des femmes du 3 mars 2011, d'autre part le bombardement du marché, deux événements, rappelons-le, pour le moins discutables. Comment peut-on se livrer à une interprétation aussi hasardeuse ? C'est là un bon exemple de la méthode du procureur. À partir d'un fait avéré, et il était normal que le président Gbagbo tienne des réunions avec les responsables du maintien de l'ordre dans une période aussi délicate, il parvient à des conclusions particulièrement fragiles, sautant nombre d'étapes logiques. En réalité, il ne s'agit toujours que d'affirmations qui ne valent que ce que valent les affirmations. Y a-t-il eu ici un ordre d'attaquer la population ? Non. Une offensive a-t-elle été organisée ? Non. Rappelons qu'il s'agit ici de réinstaurer la légalité républicaine et de préserver les populations soumises aux pires exactions par les bandes pro-Soro et le commando invisible. C'était bien le devoir du président que de s'intéresser au cruel destin des habitants d'Abobo. Madame le Président, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant et je reprendrai tout à l'heure. Je vous remercie. Nous allons suspendre l'audience pour 30 minutes et nous reprendrons l'audience à 17h30. All rise, veuillez vous lever.